Donc, Paul, qui est Paul Nadin, Moi. donc, qui a fini son internat de psychiatrie, qui attend pour passer sa thèse prochainement, et qui a fait cette année le Master 2 transculturel, donc de recherche en psychiatrie transculturelle à Paris 13, qu'il a brillamment soutenu cette semaine. Et donc, on en profite pour avoir une présentation un peu récente comme ça de ses tout derniers résultats, qui portait donc sur une étude sur la phobie scolaire qui était assez large, et notamment sur la phobie scolaire en situation transculturelle. Et donc Paul a analysé une partie des données. Voilà, et je te laisse présenter. Allons-y. Donc, comme l'a dit Lilia, donc je vais travailler sur la phobie scolaire. Alors, je vais situer un petit peu le sujet. Donc, c'est un problème courant en pédopsychiatrie, puisque on estime qu'il s'agit environ entre 1 et 8% des motifs de consultation en pédopsychiatrie. Donc, c'est une entité qui reste encore un sujet à débat, notamment elle n'a pas encore une place en tant qu'entité spécifique dans les classifications internationales, mais il y a déjà beaucoup de travaux sur la phobie scolaire, mais assez peu, en fait il y a assez peu d'études qui ont été faites sur la façon dont la phobie scolaire impacte les populations, les minorités culturelles. Et pourtant, on sait que les populations issues de l'immigration, eh bien, elles sont particulièrement fragilisées dans leur parcours scolaire, et tout particulièrement en France, qui fait moins bien que la moyenne des autres pays de l'OCDE pour ce qui est de la réussite scolaire des élèves issus de la migration ou le sentiment d'appartenance au pays d'accueil. Donc c'est pourquoi on a décidé de travailler sur la phobie scolaire en situation transculturelle. Donc là, mon travail, il s'intègre dans celui de l'équipe Cali School, qui est coordonnée par Lilia, donc avec d'autres chercheurs. Donc vous voyez qu'il y a déjà eu plusieurs travaux qui ont été faits et qui sont en train d'être faits. Moi, mon travail, il fait partie d'un corpus d'études qualitatives sur, il y a eu les adolescents d'un côté, les parents de l'autre, aussi les professionnels, les psychiatres. Et moi, j'ai travaillé spécifiquement sur l'expérience des familles, c'est-à-dire que j'ai croisé les entretiens des adolescents et des parents. Alors bon, je vais vous détailler un petit peu la méthodologie. Donc, c'est une étude qui a eu lieu sur 3 sites, ici à Cochin, à Avicenne et à Gonesse, 3 sites de consultation de pédopsychiatrie. C'était les psychiatres référents des différentes unités de consultation qui étaient chargés de la sélection des patients. Donc ils proposaient aux adolescents, ils les informaient de la recherche. Et si les adolescents acceptaient, c'était dans un second temps élargi aux parents. Et il fallait que les adolescents soient d'accord pour que les parents participent. Donc voilà, les adolescents, ils devaient avoir plus de 12 ans, avoir une phobie scolaire qui évoluait depuis plus de 6 mois, et il fallait une origine multiculturelle par au moins l'un des deux parents. C'est-à-dire soit il fallait que les parents soient migrants, soit qu'ils soient issus d'une minorité culturelle. Donc les critères retenus pour la phobie scolaire, c'est ceux de Berle, je ne sais pas si vous les connaissez, mais je vais vous les rappeler. Donc c'est refus de se rendre en cours et entraînant une déscolarisation complète sur une période au moins égale à 1 mois. Présence d'un trouble anxieux au sens du DSM-5, associé à un vécu émotionnel négatif. Absence de troubles des conduites. Et les parents devaient savoir où étaient leurs enfants quand ils n'allaient pas en cours. Donc c'est les critères qui ont servi à l'inclusion. Voilà un peu la population sur laquelle j'ai fait mon étude. Donc on avait au total 6 familles. Dans 3 familles, on avait l'adolescent, le père et la mère, et dans 3 autres, on avait l'adolescent et seulement la mère. Donc vous voyez que l'âge fluctue entre 16 et 19 ans, que les origines étaient très diverses, puisqu'on a une famille par exemple qui vient du Sri Lanka, où les parents parlaient mal le français, d'autres qui viennent du Maghreb, et d'autres qui sont des migrants intra-européens. Et il y a même un où il y a juste le père qui venait de Martinique. Donc c'est vraiment des familles qui venaient d'horizons très différents.
Je vais vous dire un mot sur la méthode d'analyse. La méthode d'analyse. Donc j'ai appliqué... donc déjà, tous les entretiens, ils ont été passés en individuel. Il n'y avait pas d'entretien familial. Il y avait une grille les entretiens étaient passés sur un mode semi-directif. Il y avait une grille d'entretien qui donnait de grands axes, mais qui n'imposait pas d'être suivi pas à pas. Et le modèle idéal de l'entretien, c'était celui d'une conversation. Et le but était d'obtenir un maximum d'informations sur l'expérience des parents et des adolescents de la phobie scolaire. Donc les entretiens sont retranscrits et ils ont tous été analysés avec l'IPA. Donc, les premières étapes se font normalement et après j'ai fait un plan pour les adolescents et un plan pour les parents que j'ai ensuite croisé afin de faire ressortir dans un plan commun les similitudes et les différences. Après, dans un second temps, j'ai essayé de voir si ce plan pouvait s'appliquer aux familles prises individuellement et j'ai réorganisé tous les verbatims afin qu'il y ait des dialogues qui se forment entre parents et adolescents d'une même famille et non entre parents d'une famille et adolescents d'une autre. Alors, donc ça c'est le plan général de mon article. Donc je vais vous présenter les résultats tout en les discutant et à chaque fois je vais illustrer avec des verbatims choisis les principaux résultats. Donc en gros, moi j'ai repris les 3 niveaux d'analyse des symptômes chez les migrants tels qu'ils sont proposés par Marie-Rose Moreau. Donc c'est l'être, le sens et le faire. L'être c'est la manière de voir le monde, la manière dont les familles vont percevoir, recevoir les symptômes. Le sens c'est le sens qu'ils vont mettre dans la maladie. Et le faire, ça va être tout ce qui a trait aux soins. Donc première partie. Donc le premier résultat, c'était que les adolescents étaient capables de décrire de manière très détaillée ce qui leur arrivait, et notamment de dater précisément le début de leur trouble. Soit ils donnaient le jour, soit ils donnaient l'événement précis qui avait déclenché. Tandis que les parents, eux, étaient beaucoup plus en difficulté pour dire à quel moment le trouble commençait. Bon, il y a des choses qui ont déjà été décrites qu'on retrouve, qui expliquent ça, notamment le fait que les premiers symptômes peuvent ne pas être portés à la connaissance des parents, par exemple parce que le lien entre les parents et l'établissement scolaire, lieu des premières manifestations, peut ne pas se faire en raison de quiproquos culturels qui font que les parents se tiennent en retrait de l'école et ne vont pas laissent leur enfant en autonomie, ou alors plus simplement en raison de barrières de la langue. Mais il y a d'autres choses, notamment le fait que dans certaines familles, pour certains parents, apparemment dans leur grille de lecture, il manque la case phobie scolaire. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un aspect transculturel assez évident, ce sont les parents migrants qui ont effectué leur scolarité ailleurs qu'en France, voire qui n'en ont pas eu. Ils n'ont pas de représentation sur ce qu'est un parcours scolaire normal. Donc, et s'ils n'ont pas à ce moment-là, ils ne peuvent pas définir une norme, donc ils ne peuvent pas dire à quel moment la norme est dépassée et à quel moment on rentre dans le registre du trouble, de la maladie. Deuxièmement, et ça c'est une chose, je pense, qui est plus générale et qui n'est pas seulement qu'on doit retrouver ailleurs que chez les migrants, c'est le fait que les parents ont l'idée que la représentation que les enfants ne souhaitent pas aller à l'école, qu'ils ne sont pas responsables et que si on les laissait faire, ils ne s'y rendraient pas. Aussi, le refus d'aller à l'école peut être interprété comme l'effet d'une mauvaise volonté ou d'un caprice plutôt que celui d'un trouble. Donc celui qui peut le mieux les aider, c'est l'adolescent. Lui, donc, c'est lui qui est le mieux à même de définir sa maladie. Donc, il ne va pas utiliser, il ne va pas dire je suis malade ou j'ai attrapé la phobie scolaire, mais le vocabulaire qu'il va employer signe le dépassement d'une norme. Il y a un moment où cette situation va devenir trop insupportable, impossible. Donc il faut, à mon avis, dans la consultation, qu'on réussisse à s'appuyer sur le discours de l'adolescent, sur son expertise de malade, afin qu'il
aide ses parents à mieux appréhender ce qu'ils traversent. Alors, donc là, je vais illustrer avec des petits verbatims. Je pense que je vais vous les lire, ce sera plus rapide. Et puis en plus, je vais mettre le ton et tout ça. Alors, commençons par cette famille. Donc là, c'est l'ado qui parle. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse et ça s'est passé en cours de maths, un mercredi matin, pour être précis, juste après la rentrée. Mon père, il me criait dessus. Enfin, les premiers trucs, il ne comprenait pas. Il me disait, si tu vas pas à l'école, les vacances, c'est fini, ou des trucs comme ça. La mère, j'essaie de dédramatiser, si vous voulez, de façon à la rassurer, de façon à ce qu'elle ne s'angoisse pas encore plus. Bon, l'autre famille, c'est un peu la même chose. L'adolescente, elle dit, je me rappellerai toujours, puisque le jour de la rentrée, je suis restée couchée toute la journée. Donc elle parle de sa mère. Oui, elle n'a pas fait trop attention à ça. Et c'est vraiment, j'ai insisté, j'ai continué à y aller, mais elle rigolait. J'avais toujours la boule au ventre, toujours, tout le temps. Et la mère, qui parle du début, comme je lui dis, t'as voulu, et puis maintenant t'assumes pas. Donc l'ado qui conclut, j'avais des plaques, plein de plaques, de l'eczéma, je crois que ça s'appelle, oui. C'est à partir de ce moment-là que ma mère a commencé à sentir qu'il y avait un problème, que vraiment ça va pas quand je vais à l'école. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les deux ados, elles donnent vraiment, elles datent le début de leur trouble, très précisément. La réaction des parents, donc là, d'après l'adolescente, le père, il réagit par un surcroît d'autorité, comme s'il s'agissait d'une transgression et pas d'une maladie. La mère, bon là, j'ai pas choisi peut-être le verbatim le plus éclairant, mais en gros, elle avait compris que sa fille faisait des crises d'angoisse, mais elle a décidé d'opter pour la stratégie un peu de l'autruche, en espérant qu'en ne lui disant rien, le problème se résolve spontanément. Bon, ça peut peut-être marcher, mais là, en tout cas, ça n'a pas marché pour elle et ça a fait probablement perdre du temps. Elle a eu beaucoup de mal, sa mère a eu beaucoup de mal à prendre la mesure de la réalité de ses symptômes et il a fallu qu'elle développe ce qui est le plus visible, c'est des lésions dermatologiques, pour que sa mère en vienne à s'inquiéter réellement de ce qui lui arrivait. En fait, cette jeune, elle avait décidé contre l'avis de sa mère d'aller dans un internat et sa mère a interprété ses difficultés comme comme le fait qu'elle était mécontente de son choix. Donc là, d'autres verbatims, encore sur le même sujet. Donc, Anna, moi j'aime bien la formule qu'elle utilise. Donc, moi j'ai fait une crise du nerf, j'ai demandé à la prof si je pouvais sortir de la classe et je suis sortie mais en pleurant parce que franchement c'était vraiment la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour moi des injustices de l'école. Donc quand je leur ai dit que je me sentais pas bien à cause de l'école, ils m'ont cru, pas comme les médecins, pas comme mon oncle et ma tante qui me disent non mais t'as qu'à trouver un copain, ça ira mieux. La mère rapportant les propos du médecin généraliste. Donc lui, quand en septembre je suis retourné le voir pour lui dire qu'Anna ça n'allait pas, il m'a dit oui, de toute façon Anna elle est très intelligente, elle fait sa petite princesse. Alors le père, le seul truc que j'ai à dire c'est que tous les parents qui subissent ça, il faut se rendre à la réalité, les 3/4 des gens ils pensent que c'est pas vrai, mais si, c'est ça la réalité que je peux dire, c'est que c'est une vraie réalité, quand on passe par là, c'est réel, c'est pas du cinéma. Et il ajoute aussi qu'ils ont perdu 2 mois dans les examens somatiques, pratiquement 2 mois de temps, faire des examens, prendre des rendez-vous, pratiquement 2 mois. Donc ce qu'on voit, c'est qu'elle aussi, elle date précisément ce qui lui est arrivé. Bon, elle est gentille avec ses parents parfaits d'après elle, et qui ont tout de suite compris ce qui lui est arrivé, mais c'est pas ce qu'en disent les parents. Le père, il explique bien qu'il y a eu une période qu'il a dû surmonter de doutes, et que c'est seulement au bout d'un moment qu'il s'est rendu à la réalité du problème de sa fille. Et qu'en plus de tout ça, ils ont perdu du temps avec des examens somatiques, que rien ne motivait. Alors donc ça c'était le premier résultat. C'est bien comme ça ? Alors le deuxième résultat, c'est que là dans les familles, on voit que tout le monde a du mal à nommer le trouble, à nommer le problème. Et ça se voit autant chez les parents que chez les adolescents. En fait, trouver un nom, ça peut servir à mieux comprendre, à réagir, à faciliter la communication et à soulager.
Et les familles déplorent que le nom phobie scolaire, il échoue, il ne remplit pas parfaitement ces 4 fonctions-là. Pour ce qui est de mieux comprendre, ça, c'est le cas, par exemple, parfois le nom qu'on donne à la maladie va préciser un petit peu quelque chose de la maladie, sa localisation, c'est le cas pour les maladies somatiques. Donc on a mal à la poitrine, on dit c'est l'infarctus du myocarde, ça précise où, ça précise ce que c'est. Ça peut même préciser la cause, c'est le cas pour la plupart des infections, mais aussi par exemple pour le stress post-traumatique, on sait que c'est le trauma qui cause les symptômes, donc ça rajoute quelque chose. Le problème de la phobie scolaire, voilà, c'est que déjà ça ne précise pas grand chose, donc la famille vient parce que l'enfant a peur de l'école et on lui dit qu'il s'agit d'une phobie scolaire, c'est un peu tautologique. Et secondairement, il y a l'idée qu'on peut avoir l'idée, c'est pas le cas pour tous, mais on peut avoir l'idée que l'école est cause de la souffrance, que c'est ce que sous-entend un petit peu le nom. Mais ça crée un paradoxe parce que ça vient contredire un peu le sens commun et le discours des professionnels pour qui l'école n'a en soi rien de pathogène. Donc ça c'est le premier point. Après ça peut servir à réagir. Ça c'est vraiment le modèle plutôt des maladies somatiques où le nom égale le diagnostic égale le traitement. C'est moins le cas en psychiatrie dont l'objet est plus une approche plus globale, plus holistique de la personne et pas de la réduire à une étiquette. Mais en tout cas, certaines familles se plaignent que le nom ne mène pas à un traitement. Après, le nom il doit permettre de rompre l'isolement, de faciliter la communication. Le nom, en fait, c'est comme un certificat de malade. C'est ce qu'on donne aux patients. On donne aux patients un certificat de malade. Ça veut dire que le patient, il est plus seul, il est plus... en gros, il n'est pas seul à avoir vécu cette expérience, d'autres l'ont vécu, et il y a des informations à partager. Donc il y a des informations à partager, c'est ça que ça veut dire. Merci. Donc voilà, il y a des informations à partager là-dessus. Et en fait, le nom, il fonctionne comme une sorte de clé qui ouvre sur un réseau de représentations à partager. Là où le problème peut se poser, ce sont dans les familles migrantes dont les soutiens, les proches sont restés dans le pays d'accueil et où le nom phobie scolaire peut ne rien évoquer et ne pas avoir cours. Donc à ce moment-là, le mot échoue à ouvrir un réseau sémantique de représentation à partager. Et le quatrième point, c'est que le nom, il doit permettre de soulager. Ça, c'est vraiment le cas dans le modèle des maladies psychiatriques, en ce sens où donner un nom à la maladie, ça légitime le symptôme. C'est-à-dire que ce n'est plus de la mauvaise volonté, mais c'est l'effet d'une maladie. Là, par exemple, le nom est pour la dépression. On appelle ça épisode dépressif caractérisé. Ça, c'est très éclairant, je trouve, parce que ce nom-là, il transforme des manifestations assez communes, qui sont la tristesse, perte d'intérêt, etc., en quelque chose d'une maladie plus complexe. C'est un mot qui est inventé, la dépression. Donc c'est valorisant. En même temps, ça introduit l'idée que c'est indépendant de la volonté, donc c'est déculpabilisant. Et en même temps, il y a le mot épisode qui introduit l'idée que c'est temporaire, et donc ça rassure, ça soulage. Donc ce nom-là, il est très efficace. Les adolescents, surtout les adolescents, ils se plaignent que le mot phobie scolaire, c'est pas valorisant, c'est au contraire réducteur. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent la phobie scolaire, c'est pas qu'avoir peur de l'école. La phobie scolaire, c'est aussi les angoisses, l'évitement que ça entraîne, l'anticipation des symptômes, le jugement des pairs, l'exclusion, la réaction des parents, etc., etc. Enfin, tout ce qu'ils peuvent décrire. Et pour les adolescents, le terme phobie scolaire, il n'est pas suffisamment valorisant, pas suffisamment trop réducteur. Donc, là, je vous donne quelques petits verbatims. Alors, Leïla, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc elle dit « Ça a commencé un jour en janvier de l'année dernière », donc elle a une date, mais ça c'était la première partie, en 2016, et c'est à partir de là où j'ai enfin
là, ça a commencé à... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, c'est à partir de là que l'école et moi, ça s'est fini. La mère elle dit d'avoir un enfant malade, c'est à la limite il est malade, on sait ce qu'il a, on le soigne et il guérit, mais là c'est une maladie sans nom. Là elle dit, parce que phobie pour moi c'est une peur, pour moi c'est plus. En fait ça fait un cercle vicieux, on va dire, quand je rate des cours, après je n'ai pas envie d'y aller, etc. Donc là ce qu'on voit c'est que Leïla elle n'a pas de mots pour illustrer son problème, elle utilise un pronom, enfin le registre de l'indéterminé. Qu'est-ce qu'elle dit sa mère? Donc elle dit que le nom il doit servir à mieux comprendre et à réagir, et que là, sans nom, ils peuvent rien faire. Et elle, donc elle explique que le terme phobie scolaire, c'est réducteur, que c'est plus, et que voilà. Là, ça c'est l'exemple, c'est la seule famille dans les 6 qui utilisait spontanément l'appellation phobie scolaire. Donc je vous lis un petit peu dans quelle mesure ils peuvent s'en servir. Le père. C'est après qu'on s'est rendu compte que c'était une phobie scolaire. Maintenant, il y en a beaucoup. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en phobie scolaire. Il y en a beaucoup donc autour de nous. Comme maintenant on sait qu'il y en a qui a ça, maintenant les gens font plus attention, même à leurs enfants, ils ne tombent pas dans le piège. La mère aussi. J'ai dû leur expliquer vraiment. J'ai trouvé des articles. Il y en avait un sur une association qui avait écrit un truc super bien, parce que même mon mari, il comprend, mais bon, comment dire, il n'est pas comme moi en fait. Donc là, ce qu'on voit, c'est que d'avoir un nom, ça permet de rompre l'isolement. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ils sont plus sentis seuls en fait. Et ça ouvre sur un réseau de représentation à partager où voilà, la mère elle a tapé dans un bar Google phobie scolaire et elle a trouvé des articles, elle a trouvé des associations, voilà, donc ça rompt l'isolement. Bon là l'ado elle dit, les gens ne comprennent pas que la phobie scolaire c'est pas juste ne pas aller à l'école, donc elle aussi elle introduit la notion que le terme est pour elle trop réducteur, en tout cas que l'entourage le perçoit comme ça. Donc voilà, là on a fait un peu la première partie. Donc là, je vais passer à la partie sur plus les représentations étiologiques. Donc il y a d'abord un modèle explicatif qui nous est fourni pour les familles, le plus complet. Bon, il y a d'abord un contexte social particulier à la migration. Les parents peuvent ne pas avoir beaucoup de perspectives d'évolution dans leur travail, et en gros l'ascension sociale des familles dépend beaucoup de la réussite scolaire de l'enfant. Donc il y a une pression scolaire forte sur les épaules de l'adolescent, qui l'intériorise et transforme en des ambitions élevées. Si à cela j'ajoute le fait que par exemple il y a des enfants qui sont dans des établissements qui sont ghettoisés, où il leur est facile d'avoir des bonnes notes, et à partir du moment où ils vont passer du collège au lycée ou intégrer un établissement de meilleur standing, l'augmentation brutale du niveau d'exigence va les mettre dans une situation d'échec relatif. Et si, en plus de tout ça, l'adolescent cumule des traits de caractère un peu défavorables comme le perfectionnisme, où il doit tout réussir parfaitement pour se sentir valable, et bien ça aboutit à un cocktail explosif qui explique certains cas de phobie scolaire comme une sorte de burn-out scolaire, de surmenage scolaire. Donc ça c'est un modèle qui est un peu artificiel parce qu'on en trouve des pièces un peu dans les différents entretiens et il faut les assembler un peu à la manière d'un puzzle. Là j'ai pris l'exemple d'une famille qui se rapproche le plus de ce modèle. Donc là, je vous lis, donc la mère parlant de Leïla, c'est une gamine très brillante. C'est pour ça que ça me désole que personne ne puisse aider ma fille. C'est un parcours extraordinaire. Elle était, je dirais, parmi les 5 premières du lycée. Vous savez, quand vous vous levez le matin et que vous laissez une jeune fille à la maison qui avait plein de bonne volonté, qui était ambitieuse. Donc Leïla, donc, elle évoque son perfectionnisme. En fait, c'est une habitude que j'ai prise. J'ai toujours travaillé. Dans le genre, je ne fais jamais ce qu'on me demande, je fais toujours plus. En fait, je ne le savais pas, je l'ai découvert cette année, j'ai eu une psychologue. Quoi. Donc là, elle parle de son année de première, je crois qu'elle avait fait une première S. Elle.
Donc ça devenait compliqué à un moment donné. C'était compliqué par contre, enfin d'habitude je comprenais assez facilement on va dire, mais là il fallait travailler plus, mais j'avais moins de temps. C'est une jeune qui dormait plus, qui passait ses nuits à travailler. Hein. Je n'ai jamais raté une journée d'école de toute ma vie. Moi j'étais la fille qui travaille, toujours vers les premiers, c'était un peu mon seul objectif. J'avais juste à réussir mes études et voilà, c'est tout. J'avais pas d'autre but. Donc là, on voit un peu ça, on retrouve les ambitions élevées, le perfectionnisme, et ce qui est souvent associé au perfectionnisme, le fait que les adolescents, ils n'investissent pas grand-chose d'autre en dehors de l'école, et quand l'école, ça va pas, tout s'écroule un petit peu en même temps. Voilà, donc après... tous les participants, ils avaient d'autres idées quand même, ils avaient d'autres explications. C'est loin d'être la seule explication qui est retrouvée. Mais tout le monde amenait ses explications. Et moi, j'ai essayé de faire un lien entre les explications trouvées par les familles et la dynamique familiale, notamment la dynamique émotionnelle, et sur comment s'échangeaient et se répartissaient les affects de culpabilité. Donc en fait, parler des causes, ça revient un peu à répartir les responsabilités. Donc les membres de la famille, ils peuvent décider d'assumer une part de la responsabilité en disant c'est un peu ma faute, c'est en partie ma faute, ou décider de désigner un responsable à l'intérieur de la famille ou à l'extérieur. Globalement, plus les représentations étiologiques sont variées, plus il y a d'hypothèses, plus les responsabilités sont partagées, moins la culpabilité de chaque membre va être importante. Il y a certaines familles qui vont choisir d'évacuer totalement leur sentiment de culpabilité en désignant un coupable extérieur. À ce moment-là, elles troquent le sentiment de se sentir coupable par celui d'être persécuté, ce qui, à mon avis, ne leur est pas favorable parce que le sentiment de persécution, il mène à l'isolement, au repli, et il n'invite pas au changement ou à la remise en question. Il est probablement préférable que la famille conserve un sentiment de culpabilité modéré. Dans un schéma idéal, les parents commencent par s'accuser de ce qui arrive à leur enfant, qui lui va réagir en assumant sa part de responsabilité, en dédouanant ses parents, dans un mouvement qui va lui permettre aussi de redevenir actif et de sortir de sa passivité dans laquelle l'a mis la phobie scolaire. Chacun dans la famille garde un sentiment de responsabilité et de culpabilité modérée, mais qui mobilise et qui pousse à élaborer des solutions réparatrices. Bon, les problèmes arrivent quand il n'y a pas de solutions ils n'arrivent pas à élaborer des solutions et où la culpabilité va augmenter, s'intensifier et devenir insupportable. Et sur ce point, la migration peut fragiliser, notamment parce qu'il y a par exemple certains parents qui ont déjà beaucoup sacrifié pour assurer un confort matériel pour leurs adolescents et qui... quand leur adolescent va leur reprocher par exemple des choses qu'ils ne peuvent pas leur donner comme une aide scolaire, là ils vont en quelque sorte s'épuiser, se décourager, se laisser abattre. Il y a aussi le fait que les familles peuvent être privées de leurs ressources, leurs proches, leurs soutiens qui peuvent apporter des solutions qui sont restés au pays. Il y a aussi le fait que les solutions traditionnelles peuvent ne pas être applicables dans le pays d'accueil où ils pensent que c'est pas possible de le faire. Donc il y a tout un tas de limites pour eux pour trouver des solutions réparatrices. Donc quand la culpabilité... Faut pas faire trop long. D'accord. Donc en gros... Ok, d'accord. Donc allons directement au verbatim. Donc bon là je vais pas vous les lire dans le détail, on va lire que les caractères angulaires. Donc là, en gros, quand la culpabilité est trop forte, ça mène à deux choses. Soit à des contre-réactions dans la famille, soit à de la honte. En gros, les contre-réactions, et là dans cette famille, c'est assez... là, on voit assez rapidement. Donc l'adolescent, il dit que ses parents le rabaissent. La mère, elle lui dit, elle lui met cher, il n'a pas de mental et tout ça. Donc lui, il reproche que les parents ne l'ont pas aidé. Donc, il est un peu ironique. Il dit que son père... ça va pas, je sais pas trop quoi, il est vieux jeu, machin.
La mère, elle est complètement, elle a fait une espèce de burn-out parental. Elle était au lit, elle n'en pouvait plus. Là, il y a de la violence qui émerge dans la famille, ce qui est nouveau. Il a des crises plastiques, son père essaie de le taper. Et que se passe-t-il? Le couple parental se ressoude. Donc là, ça c'est assez intéressant, éclairant sur la dynamique familiale. En gros, ce qui se passe, c'est que la question dans la famille, ici, c'est pas de savoir comment on va aller mieux, mais comment faire pour se sentir moins coupable. En gros, tant l'adolescent que la mère, ils se rejettent la faute l'un sur l'autre. Et en gros, ils fonctionnent comme deux miroirs qu'on aurait mis face à face et qui vont étendre le conflit à l'infini. Donc de là naît de la violence qui apparaît dans la famille. C'est nouveau. Et en plus, le couple parental qui allait mal se ressoude. Ce qui fait que l'adolescent est maintenant mis dans la position du seul problème de la famille et qui a en plus des bénéfices secondaires, en tout cas pour le couple parental, à ce que la situation continue comme ça. Donc vraiment, tout est fait pour que la situation de cette famille se rigidifie. Globalement, quand la culpabilité devient trop importante, on aboutit à des situations très rigides où la communication ne passe plus ou tourne en rond. Donc là, que se passe-t-il? Donc là, cette jeune, donc elle se plaint aussi que sa mère ne pouvait pas tellement l'aider. La mère, elle raconte que dans son enfance, elle n'avait aucun confort matériel. Et après, donc ça c'est assez intéressant, donc la jeune, elle explique que même avec sa mère, elle dit « j'ai rendez-vous avec la dame » pour parler de la psychiatre. Elle ne dit pas où elle va, son père il n'est pas au courant, ses frères ne sont pas au courant, il n'y a que ma mère qui est au courant, et encore ils n'en parlent pas vraiment, avec des mots, ils remplacent les mots. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'adolescent et la mère, elles ont deux systèmes de référence très différents. L'adolescent, elle se compare avec les autres adolescentes de son âge, ses pairs, et la mère, elle compare l'adolescence de sa fille à celle qu'elle a vécue, elle. Donc, en fait, c'est très compliqué pour elles de discuter sur la scolarité parce qu'elles n'ont pas les mêmes systèmes de référence. Et je pense que donc en gros, là, ce qui se passe dans cette famille, c'est que il y a une sorte la phobie scolaire devient un sujet tabou dont on a honte et dont on ne peut plus parler. Donc là, la communication est rompue. Donc là, c'est une famille qui, voilà, c'est le père et la fille qui vont rejeter la faute sur l'école, ça vient de son lui, tout ça. Donc, bon, heureusement, la mère est un peu différente, elle se reproche des faits précis sur lesquels c'est plus simple d'élaborer des solutions réparatrices. Bon, on va un peu vite, là on passe à la troisième partie, et la troisième partie est heureusement moins intéressante, donc on ne va pas avoir besoin de nous étendre très longtemps dessus. Donc en gros, ce qui se passe dans la troisième partie, on va aller vite. Oui, tu peux carrément. Enfin, je sais Sinon, pas. passer la discussion si on fait pas la. Non, mais enfin, la discussion, je la fais en même temps que je présente la résultat. Non, il n'y a pas de discussion. Donc en gros, il n'y a pas grand-chose à. En fait, à limiter cette troisième partie parce qu'il faut voir que les adolescents, on les recrute à un moment du suivi où ils vont particulièrement mal, où le suivi est très intense et ils n'ont pas encore élaboré beaucoup de solutions. Donc c'est vrai que c'est un peu maigre sur ce qu'on peut avoir. Il y a aussi le fait que les solutions traditionnelles, les données qu'on a, elles sont extraites que de 2 familles et les autres ont déclaré ne pas y avoir eu recours. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont quand même critiques vis-à-vis des soins psychiatriques. Ça génère beaucoup d'incompréhension, tout particulièrement chez les parents. C'est un peu moins le cas chez les adolescents qui ont quand même noué un lien la plupart du temps avec le psychiatre et ils décrivent ça comme un espace quand même où ils peuvent se libérer la parole, donc, qui les soulage. Mais voilà, ça reste encore très critique. Là par exemple dans cette famille, toc toc toc, on ne comprend pas, voilà, bon, c'est horrible l'hôpital, c'est horrible les traitements. Enfin, donc soins traditionnels, hop. Dernier point. Bon. Donc en gros ce qui se passe c'est que donc il y a 2 familles qui ont eu recours aux soins traditionnels. Ce qui est assez drôle c'est que les parents alors que c'est leur culture etc.,
quand ils en parlent, ils se montrent un peu ambivalents vis-à-vis de leur recours et ils sont assez critiques concernant leur efficacité. Alors que les adolescents, au contraire, eux, ils vont vraiment s'engager dans la démarche de soins traditionnelle. C'est vraiment un nouveau monde qu'ils découvrent et voilà. Donc ils sont dans une démarche très active d'argumentation, de collection de preuves, voilà. Donc là, il y a des exemples de verbatim où ils expliquent, ils essayent de nous convaincre presque que la nouvelle croyance qu'ils ont adoptée, voilà. Donc qu'elle fonctionne, quoi. Bon, allons un peu vite et passons à la conclusion. La conclusion, donc là je me suis pas fatigué, en fait j'ai réécrit, j'ai copié-collé la conclusion de mon article. Je vous laisse lire parce que je suis un peu fatigué. Donc en gros, ce qu'il y a à voir, c'est que les différences culturelles un peu fragilisées, pour définir, pour donner un nom, pour investir les soins psychiatriques, pour dépasser la question de la cause, ajuster le niveau d'exigence, négocier les affects de culpabilité. Mais je devrais quand même ajouter que, certes, les différences culturelles fragiles, mais c'est aussi des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer et dans lesquelles on peut puiser, par exemple, pour participer à élaborer d'autres explications et d'autres solutions réparatrices et pour permettre à ce que les familles négocient mieux les affects de culpabilité, justement. Voilà. Donc après, je vous aurais parlé un petit peu de mon expérience personnelle de la recherche, qui est plus qu'un long fleuve tranquille ressemblait à ça. Mais comme on n'a pas tellement de temps, je vais juste vous remercier.